On va revenir sur 3 sujets aujourd'hui. Antoine, tu as été stagiaire chez Apple. Tu vas pouvoir nous raconter ce qui se passe derrière ce culte du secret poussé à son paroxysme. On va également parler de Google et de ses tentatives un peu hasardeuses de remplacer les cookies tiers pour faire de la publicité ciblée. Mais avant ça, on va se poser une autre question. Facebook peut-il disparaître ? Jingle. Avant de se lancer, pourquoi se poser cette question ? Comme tu l'as dit, ça peut avoir un côté un peu trollesque, mais là, le contexte quand même est assez intéressant et inhabituel quand même. C'était au début de la semaine, donc Meta, qui est le groupe de Facebook, s'est effondré de 26% en bourse suite à l'annonce de ses résultats. Donc sur le dernier trimestre de 2021. Pour la première fois, Facebook a perdu des utilisateurs, 1 million. Meta a aussi annoncé des résultats qui sont plus faibles que ce qu'ils prévoyaient. Savoir que les résultats plus faibles que d'habitude, pour eux, c'est 39 milliards de bénéfices. Voilà. Plus la merde. Nul à chier. Zuc. Et surtout le Reality Labs, qui est donc l'entreprise de Meta qui s'occupe de toute la partie métaverse, etc., a perdu 10 milliards en 2021, ce qui pour certains investisseurs n'est pas hyper encourageant sur la trajectoire qu'ils espèrent, évidemment. Une des explications qu'ils ont fournies et qui est supposée, c'est une simple mise à jour d'iOS qui a introduit un nouveau système qui permet de demander aux utilisateurs leur consentement avant de les traquer, tout simplement. Et donc c'est une des raisons supposées de cette perte. Le problème, c'est que le business model de Facebook, qui est de vendre de la pub ciblée, dépend énormément de ce système de tracking. Il y a une estimation qui a été faite sur la perte possible pour Meta sur 2022, donc sur l'année en cours, c'est 10 milliards. Qui serait estimé en perte. Enfin, dans le même temps, Meta, donc Facebook, Instagram, etc., a menacé de fermer ses services en Europe. Le problème, c'est que l'Europe ne veut plus donc annuler le Privacy Shield, qui était le système qui faisait qu'on pouvait porter des données européennes vers les États-Unis, etc. Ils ont invalidé ce truc-là. Maintenant, il y a des discussions pour remettre quelque chose de similaire en place. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de la juridiction. Exactement. Mais en gros, Facebook, pas très content, explique que si on ne trouve pas une solution, eux, ils vont plus pouvoir fournir de services puisque leur moyen de gagner de l'argent, c'est littéralement d'utiliser les données d'utilisateurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. D'où ma question, selon vous, est-ce que c'est possible vraiment que Facebook disparaisse d'Europe? Et écoute, pour remettre un peu de contexte, que j'ai suivi un petit peu cette histoire-là, concrètement, donc Facebook n'a pas dit qu'ils allaient partir de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, comme toutes les grosses boîtes, ils ont des rapports financiers, et dans ces rapports financiers, ils sont obligés de tenir au courant les investisseurs des risques. Et dans les risques, il y a un risque actuellement de compliance avec le régulateur européen sur cette question effectivement des données. Donc voilà, c'était une bête phrase en fin de rapport, et c'est devenu un bordel. Ils ont refait un communiqué depuis pour dire... Les gars, on n'a pas menacé qui que ce soit, on a juste dit, comme 70 autres grandes entreprises qui ont aussi communiqué dans ce sens-là, attention, il y a un risque qu'on n'ait plus de continuité de service en Europe à cause de cette décision du régulateur. Antoine, tu dirais que sur la possibilité d'une disparition, ou alors au moins d'un déclin qui se poursuivrait de Facebook sur les prochaines années, toi, t'es comment, tu pronostiques quoi ? Comme l'a dit Hardix, moi je pense pas que ce soit possible en fait que Facebook sorte du marché de l'Europe. On représente à peu près 15% de leurs utilisateurs, donc franchement 300 millions d'utilisateurs comme ça qui partiraient, c'est trop dur pour eux. Ils auraient peut-être d'autres moyens de les financer. En revanche, un déclin des applications actuelles de Facebook, peut-être. C'est pour ça aussi que Facebook travaille sur d'autres innovations. Ils sont à fond sur les cryptos, le métaverse, le Web3, etc. Donc on verra ce que ça donne là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir innover pour profiter de leur marché actuel et de leur masse d'utilisateurs autrement. Et c'est vrai qu'Apple... du fait qu'ils n'ont pas un business centré sur la donnée d'utilisateur, Apple, ils vendent du software, ils vendent des services, du hardware. La data d'utilisateur, ils n'en ont rien à faire, même s'il y a eu quand même quelques petits scandales avec Siri. Il y en a un autre qui est ressorti aujourd'hui avec Siri, ça pourrait être intéressant d'en parler aussi. Apple n'a pas besoin de business de la data, donc pour eux, ils bloquent tout et ils sont très fiers en fait de travailler sans données. Ça, c'est important d'ailleurs chez Apple. Est-ce que vous trouvez ça normal justement que Apple ait autant de pouvoir, que en sa possession, ils aient un pouvoir de nuisance où ils peuvent appuyer sur un bouton et dire toi, c'est moins de 10 milliards maintenant. C'est quand même fou. Moi, ça me dérange pas parce que c'est une position de marché naturelle en fait. Fondamentalement, les gens achètent ce produit Apple volontairement, choisissent. On rappelle que c'est pas Apple qui choisit quoi que ce soit. Ils ont mis l'option d'avoir un pop-up pour savoir si tu veux être traqué ou non. Donc les gens choisissent d'acheter, choisissent d'utiliser cette fonction ou non, choisissent de machin. Donc à partir de là,
Stop point moins. C'est vrai que non, mais c'est dur. Non, mais, Ouais, mais Tu vois je sais pas, mais enfin, si tu te mets à la place de Facebook, enfin, toi, demain, il y a une nouvelle fonctionnalité, mais en plus, vous êtes un peu, vous, avec Oui, on est YouTube, c'est concerné, ça, oui. vous êtes concerné. YouTube fait une sûr. nouvelle fonctionnalité et d'un coup, tes stats s'effondrent et ton chiffre d'affaires, il est divisé par 2. Fait chier, quoi. Moi, après, c'est comment tu le prends. Il y a plein de gens qui auront plein de réponses différentes. Ça n'a pas de sens. Je pense pas qu'il y ait de vérité universelle. Tu vois. Non, bien sûr. Personnellement, demain, je perds ma chaîne YouTube, ça ne change rien. bon, un peu. Si, ça me fait chier. Oui. Ça m'emmerde. J'ai l'ego dans les chaussettes. Ça me demande de me reconfigurer un peu pendant un mois. C'est tout. YouTube, il t'entend là. Non mais voilà, je pense que ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi de pas compter sur les autres et sur les services desquels on dépend, parce que c'est vrai qu'on a une dépendance, et de se dire comment je me configure moi et mon business quand c'est un business pour être sûr de dépendre le moins possible, en tout cas de spreader la dépendance pour que tu puisses perdre un bras sans perdre l'autre, tu vois. Enfin, Mais c'est assez fou que à cette époque-là, quand ça vaut des milliards et tout, et ben Apple a quand même la possibilité, avec une mise à jour, de faire un cut de 10 milliards dans mais on est tous en train de découvrir que Apple vend beaucoup de smartphones. Enfin, Mais oui, C'est mais un peu ça. non, mais bien sûr, mais Tu savais qu'ils vendent quand même beaucoup de téléphones. Et encore, ils Dis sont en train de donc. transitionner de ce modèle-là pour se déplacer vers un modèle Des services, de service. Ouais. Dans un futur, on aura des iPhones pendant peut-être 5 Mais ans d'affilée. pour moi, c'est pas vendre des téléphones, c'est le pouvoir qu'ils ont via sur un bouton. ce truc, via une mise à jour, ils contrôlent tout sur ce téléphone de A à Z. Par exemple, Google, là, un petit peu moins. Par exemple, parce que beaucoup de gens utilisent Chrome sur les téléphones Android, mais tu peux utiliser d'autres navigateurs. Donc même s'il y a un truc, il lock une fonctionnalité dans Chrome, tu peux quand même télécharger Brave ou Firefox et tu vas pas être obligé d'avoir les cookies de Google, par exemple. Les cookies, ces fameux cookies tiers qui permettent donc de faire du ciblage, donc de suivre le comportement des gens avec, par exemple, le pixel de Facebook ou Google Analytics, donc qui sont des petits scripts que les sites web mettent sur leur page, qui permettent de créer un profil de plus en plus complet, qui fait qu'à la fin, ils vous connaissent mieux que vous-même, clairement. Et donc ce truc-là, donc les cookies tiers ont été désactivés sur Safari, Brave, Firefox, je crois qu'au moins mitigé, et qui font que cette forme de retargeting est de plus en plus compliquée. Alors, pour éviter ce problème, ils ont essayé de mettre en place leur propre système intégré directement dans le navigateur. Donc, ils ont commencé avec une première tentative qui s'appelait donc les FLoC, c'est Federated Learning of Cohorts. Donc, le principe, c'était de créer des groupes d'utilisateurs qui ont à peu près les mêmes goûts. Sauf que, bon, ils se sont fait vraiment flinguer par la critique, que ce soit côté grosse boîte de pub, Côté navigateur utilisateur, aussi, côté navigateur. Mais ils ont fait une nouvelle tentative. Ils ont littéralement dit le nouveau projet intègre ce que nous avons appris des tests sur FLoC ainsi que les retours de l'industrie. Donc clairement, c'est un moyen de dire que c'est un échec. Et donc le nouveau projet s'appelle Topics. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On ne sait pas encore techniquement exactement comment ça pourrait marcher. Donc déjà, quand un GAFA dit que c'est une proposition pour améliorer ta vie privée, en général, ils sont pas bons. Ouais. De base, je suis pas. Alors tu vois, je suis un peu d'accord avec toi. De base, ça Non, mais pue c'est un clair. peu. Ouais. C'est clair, et en même temps, ils réagissent au backlash, tu vois, donc ils sont pas totalement imperméables Ouais. à la vie. Mais leur business est tellement basé là-dessus à Google aussi. Non, mais C'est évidemment. ça qui est fou, c'est que ce projet-là, pour eux, mais le moindre changement, ça a des monumental. impacts financiers monumentaux. Du coup, on sait pas encore exactement comment ça marcherait. Il y a des tests qui sont prévus prochainement. Officiellement, le but, c'est de faire un système un peu moins intrusif que leur première proposition. Évidemment, moins intrusif que la façon dont les trucs de retargeting fonctionnent. J'ai un peu regardé dans le détail le projet. Ouais. Honnêtement, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que, évidemment, que les autres navigateurs, type à la Brave, les Firefox, les Safari, etc., sont sans commune mesure plus privés, plus respectueux de la vie privée en tant qu'utilisateur. Voilà. Donc, ça, le conseil, il va jamais changer. Utiliser ce genre de navigateur, il n'y a aucun doute. Mais Chrome va passer potentiellement de éclater au sol à un tout petit peu moins pire, tu vois. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Google, justement, si on les compare un peu à Facebook, c'est que, par exemple, Google, ils sont méga malins, il y a 10 ans, d'avoir lancé leur propre navigateur alors que personne ne les attendait à faire Chrome, et plus tard d'avoir misé sur Android et tout, parce que c'est grâce à des logiciels comme ça qui vont pouvoir potentiellement imposer un outil que Facebook n'a pas ça. Facebook, ils sont complètement dépendants des gens qui font les navigateurs, des gens qui font les OS mobiles, et en fait, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que je me suis dit juste après, c'est peut-être pour ça que Facebook se dit on va tout miser sur le métaverse, parce qu'ils veulent peut-être leur endroit où ils seront enfin propriétaires, où ils pourront faire la pub qu'ils veulent. Et tu sais qu'ils l'avaient déjà, ils l'ont perdu. Avant, je sais pas si tout le monde se souvient d'ici, mais fut une époque,
la grande époque de Macromedia Flash Player, où Facebook avait son App Store. C'est là où Farmville est né. Ah, mais oui! Il y avait un App Store. C'était contrôlé. Il y avait des jeux surtout, non? Il y avait plein de jeux sur Facebook. Des quiz qui servaient à remplir des bases de données sombres de Cambridge Analytica. Il y avait tout un tas de trucs intéressants. Oui, j'avais oublié ce monde. Et l'ont perdu. Farmville, mon pote. Ah ouais. C'est passé à la trappe. Mais ouais, j'avais pas pensé à cette vision du métaverse comme zone de publicité où on est tranquille. Ouais, où ils peuvent un peu tout contrôler, quoi. Après, est-ce que ça va marcher? Bon, ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Et un des moments où on a discuté un petit peu, c'était sur la vidéo où on parlait du système sur les claviers iOS et tous les claviers d'ailleurs, de prédiction des messages, etc., pour faire de la suggestion, pour faire un correcteur orthographique, etc. Et tu me disais, moi j'étais chez Apple, et justement, ce que moi je mentionnais vite fait dans la vidéo, que eux ils collectent moins de données, et du coup c'est plus galère d'un point de vue technique et tout. Moi j'ai dit dans ma vidéo, tu parles, c'est une excuse. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, tu me disais. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, chez Apple, il y a une vraie fierté des ingénieurs à travailler sans données. C'est un vrai challenge. Il y a plein d'ingénieurs, ils sont là. Nous, c'est trop cool. On fait du machine learning, du NLP, de l'IA, etc. Mais on n'a pas de données. Donc, il y a tout un processus qui consiste à obtenir des données, mais qui ne sont pas des données des utilisateurs finaux. Donc, moi, j'ai une anecdote un petit peu intéressante. Je pense c'est assez sympa. Quand vous recevez, par exemple, un billet de train, vous commandez un billet de train sur ça s'appelle SNCF Connect maintenant. Ouais. A priori, ce billet de train, il s'ajoute automatiquement à votre calendrier. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée par un Français. Enfin, elle est développée à Paris, celle-là, tu vois. Je sais pas qu'il y a des ingés à Paris. Si, ouais, il y a des ingés Place d'Iéna à Paris. Sérieux? Voilà. Je crois que tu me dis si je me trompe, mais ça vient pas de Steve Jobs qui avait lancé une petite équipe à Paris pour l'iPhone ou je sais plus pour quel produit, et ils ont gardé les locaux et du coup maintenant il y a des gens à Paris. Effectivement, au départ, Apple France a toujours été un peu important. Bon, il y a eu des gens importants, Pascal Cagny, etc. qui ont été importants, mais effectivement, au début, l'aspect, c'était du business, quoi. C'est que du commerce, marketing, etc. Et ce qu'il a fallu faire à un moment, c'était, par exemple, tester les prochains iPhones pour savoir s'ils fonctionnent bien avec Bouygues, Orange, etc. Il y avait besoin en fait d'être sur place. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'Apple a voulu recruter des talents là où ils étaient et pas forcément avoir besoin de les déplacer à Cupertino. Tout le monde n'a pas envie d'aller là-bas. Hein. Peut-être que dans le chat, les gens rêvent tous d'aller là-bas. Mais en fait, c'est pas non plus si incroyable que ça. C'est très cool, hein, c'est une expérience à vie, mais en France, il y a plein de belles choses aussi. Ouais, la cantine n'est pas ouf, apparemment. Voilà. La cantine chez Apple est ouf. À Cupertino, c'était incroyable. Petit point Cantoche. Ouais, je veux bien. Premier Doc, zéro blague. Je veux bien en savoir plus sur la cantine d'Apple. Moi, et pour l'anecdote, je suis vraiment allé qu'un seul jour sur le campus d'Apple à Cupertino. Okay. Et en fait, ce campus, il a été conçu et pensé selon les désirs de Steve Jobs, qui a jamais pu y aller parce qu'il est décédé avant, malheureusement. Et Steve Jobs était fan de sushi, ok. Et il voulait qu'il y ait un maître sushi qui soit là pour faire des sushis sur place. Et donc, quand j'y suis allé, ce que j'ai voulu prendre, c'était absolument les sushis de Steve Jobs. Donc j'ai encore le ticket de caisse. Je suis vraiment un passionné parce que il y a un chef sushi sur place, incroyable. Voilà. Et après il y a d'autres comptoirs avec des sushis. Chez Apple, vous voyez, il y avait une vraie anecdote. Voilà. Bah oui. non mais c'est clair. Et voilà. Parce que là on fait des parenthèses. L'anecdote de base, c'est que cette fonctionnalité, donc pour remettre en contexte, lorsque vous commandez un billet de train par exemple sur SNCF Connect, vous recevez un mail, ça s'ajoute automatiquement à votre calendrier. Et il s'avère que ce que fait Apple, c'est qu'il paye disons, ils outsourcent ça, ils payent des gens pour commander plein de billets de train, un peu à des endroits random, des billets d'avion, etc. à travers le monde. Et comme ça, ils ont des données, c'est des vraies données comme si c'était des vrais users, mais en fait, je crois qu'ils globalement ils prennent l'assurance pour ensuite annuler tous les billets derrière, mais au moins ils ont les données des vrais mails qu'ils ont reçus et ils s'entraînent comme ça. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser leur vraie base d'utilisateurs et leur vrai comportement et regarder ce qu'ils font, ils payent des cohortes d'utilisateurs pour faire des cohortes, comme si... c'est même pas des cohortes d'utilisateurs, c'est vraiment des boîtes où ils ont des employés qui font que ça, ils commandent des billets. Ils commandent des billets même pas pour des vrais nourrir users, les algorithmes de machine learning. Voilà. C'est quoi ton travail? Je commande des billets de train pour nourrir les algos d'une autre boîte, c'est ça. Livrant une autre boîte après. Ouais, c'est un peu ça. Non mais c'est ça. C'est assez ouf. Mais cependant, pour me rétorquer, et ça c'est vrai, il y a eu plusieurs scandales avec Siri. D'ailleurs, j'étais pile en stage à ce moment-là avec Siri. Ouais. Et effectivement, il y a eu un scandale des écoutes de Siri, donc c'est en 2019. Et il y en a un nouveau qui est sorti, je crois, ce matin, où vraiment, ce qui s'est passé, c'est que Apple écoutait les conversations, enregistrait les conversations Siri, les anonymisait, et on entendait des gens parler, et regardait que le texte que Siri avait bien écrit était le bon. Okay. Et il y a des gens qui servaient de ça pour essayer d'améliorer Siri.
Donc ça a fait un scandale à un moment parce que ça s'est su. Du jour au lendemain, moi j'arrivais dans le bureau, ils étaient vides. C'est-à-dire qu'ils avaient dit à toutes les personnes qui faisaient cette activité de plus le faire. Dans une mise à jour d'iOS, ils sont proposés au moment voilà, vous voyez, vous avez un modal de configuration au début d'iOS. Ils disent est-ce que vous voulez améliorer Siri, oui ou non. Si tu dis non, normalement tes données ne sont pas envoyées. Et il s'avère, le scandale vient d'éclater. J'ai pas encore eu trop le temps de lire les articles. Que ce matin, il y a des chercheurs en sécurité qui ont trouvé qu'avec iOS 15, même si tu décoches. Et bien, depuis iOS 15, même si tu décoches, ça envoie quand même les données à ton insu. Les bâtards. Ouais, et alors, moi je peux pas dire si c'est vrai ou pas, je peux pas vérifier, mais en tout cas, je viens de voir les articles passer, à voir comment ça évolue. C'est chaud. Et Apple vient dans la dernière bêta d'iOS 14 de remettre le modal pour que tu recliques dessus pour corriger le bug.